Merci à toi, merci de votre confiance. Alors, donc, je vais articuler mon propos, qui j'espère ne sera pas trop long, en trois petits chapitres. Un, je crois qu'il est très important déjà de dire ce que c'est qu'une pandémie, hein, en 3-4 mots. Deux, de ne pas oublier le contexte, et donc je parlerai peut-être plutôt de la situation en amont, qui nous a malheureusement conduit à être dans une véritable crise de légitimité. Et enfin, je dirais des trucs qui me viennent à l'esprit pour essayer effectivement de pouvoir tutoyer les deux adjectifs que vous avez mis dans votre titre, transparence et loyauté. Alors déjà, une pandémie, on le comprend, c'est une planète malade. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais tous les jours, on nous parle de pays, on nous parle de nombre de morts, de nombre d'hospitalisés, mais on a très peu parlé au nom de la planète. Or, c'est une maladie de la planète. Elle est tombée malade, et je pense que si on commençait à dire les choses comme ça, je pense que chaque être humain de cette planète comprendrait qu'effectivement, il fait partie d'un tout. Et ça changerait peut-être un petit peu l'écoute. Par ailleurs, j'ai appris que le mot crise était un mot partagé par pas mal de langues, dans le sens où c'est bien sûr un état critique, un état catastrophique, mais également un moment décisif où il va falloir penser un changement. Donc ça a un côté assez positif dans certaines cultures, et je trouve que c'est également assez intéressant de le mettre en évidence. Donc il y a danger, mais ce danger est peut-être aussi une opportunité pour changer les choses. Et d'ailleurs, j'ai été assez utopiste d'imaginer qu'au début de cette crise, chacun dans le confinement aurait fait sa liste de choses qu'il ne voulait plus faire, ne voulait plus voir ou entendre. Malheureusement, ça ne s'est pas produit comme ça. La troisième chose que je voulais dire en parlant de cette pandémie, c'est que cette pandémie s'inscrit dans un monde qui n'est pas, ou qui n'est presque plus sensible, mais qui est uniquement susceptibilité. On est à fleur de peau, et pour diverses raisons, je reviendrai sur le deuxième chapitre. Donc, la planète est malade, on est dans un moment de crise, il va falloir avoir le courage de s'affronter, de confronter notre peur, puisqu'avoir peur, c'est aussi un état de défensive, mais c'est aussi admettre qu'on est vulnérable, et donc c'est du courage que d'avoir peur. Ça ouvre à l'interrogation, ça ouvre au questionnement, ça ouvre à l'écoute, et on va y revenir. Or là, apparemment, puisqu'il y a pandémie, on est dans un présent qui apparemment n'est pas efficace, il est inopérant. On ne sait pas comment le prendre, il n'y a pas de prise, il n'y a pas de remède, il n'y a aucune action qui a l'air d'être efficace. Donc c'est un moment terrible dans lequel toute contrainte, tout ce qui va entraver notre propre existence, qui se sent en danger, va être très mal accepté, ce d'autant qu'on est dans des incertitudes, on l'a dit, géopolitiques, sanitaires, économiques, et en plus maintenant sur le versant de la santé de l'humanité. Donc je pense que voilà, on est dans une maladie planétaire. La deuxième chose, le deuxième chapitre dont je voulais partager quelques idées qui sont un petit peu en vrac, j'espère que vous m'excuserez, c'est le contexte. Donc, on est dans une crise de la légitimité, on ne sait plus ce qui est entre le juste, le nécessaire et le vrai, on ne sait plus trop ce qu'il y a de vrai, de faux, Et pour que il faut reconnaître que vérité et médecine, ça n'a pas toujours fait bon ménage depuis la nuit des temps, comme politique et vérité. Or, on se trouve depuis des mois à voir des politiques qui parlent médecine et des médecins qui parlent politique. Donc, c'est quand même particulièrement la porte ouverte à le doute, à finalement une, comment dire, une sorte de questionnement de qui est légitime sur le sujet qu'il aborde. Si les médecins se contentaient de parler de médecine en disant je sais, je ne sais pas, et si les politiciens, les politiques se contentaient de parler de politique en disant des choses, j'espère, constructives, et ne pas parler médecine, peut-être que ça atténuerait un petit peu les colères populaires que nous avons aujourd'hui. Or, le taux d'incertitude que nous avons aujourd'hui est tellement important que
qu'est-ce qui arrive? C'est la dictature de l'opinion et des croyances, avec un verbe excessif. J'ai jamais vu une planète aussi bavarde. Alors, elle était déjà bavarde dans les réseaux sociaux, mais là, ça n'arrête pas. Et évidemment, quand il y a une polysémie comme ça, et que l'opposition systématique commence à émerger, ben bien sûr, le pouvoir de nuisance, il est toujours plus important que le pouvoir de la bienveillance. Donc, on est face à un tribunal de l'opinion. On va relater des anecdotes, on va les simplifier, on va également réagir dans l'impulsivité du tweet, du chat ou d'Instagram ou des SMS. Et tout ça n'est vraiment pas du tout constructif et certainement n'érode pas les incertitudes qui s'accumulent. Donc, on est dans un contexte vraiment très, très difficile et cette inconscience collective qu'il faut se poser, il faut prendre le temps. Là, on n'en a pas, on est dans la spontanéité, on est vraiment, on se gargarise des médias qui font effectivement leur marché sur des joutes verbales. Hein. On est constamment dans un voyeurisme de la discorde. Hein. C'est très, très fade de voir des personnes qui disent la même chose dans un concorde total. Ça, c'est pas du, c'est forcément la porte ouverte à la suspicion. Et ce qui est terrible, c'est que depuis le début, alors c'est vrai que ça va mal, mais depuis le début, on a des pessimistes, on a des négationnistes, on a des misérabilistes, on a des mégalos, je ne citerai pas, mais je pense que vous savez à qui je pense, mais on n'a pas du tout d'optimisme. Et ça, je pense que c'est là aussi pas forcément très constructif. Ça ajoute de la disharmonie à la dissonance et dans cette ébriété de parole, on ne sait plus comment penser. Et je pense que là, pour répondre à la question posée, qu'est-ce qu'une information transparente et loyale en temps de pandémie, je pense qu'il fallait redonner ce focus sur le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous n'étions déjà pas crédibles avant la pandémie, on l'est encore moins par ce qui s'est passé malheureusement. Et j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein qui dit que notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. On est vraiment là-dedans. On a oublié le temps de la réaction, on a oublié la sobriété, on a oublié l'humilité. On s'engouffre dans cette volonté de toujours prédire. Hein. On veut d'abord prédire avant de s'inscrire dans le temps présent, d'essayer de comprendre ce qui nous arrive, comme dirait Hannah Arendt. Et donc, on s'inscrit vraiment dans une rupture qualitative des relations avec une sorte de nouveau régime de l'histoire où finalement le réel est tellement inintelligible que chacun s'engouffre dans des croyances avec une appréhension subjective qui dépasse les faits objectifs. Donc on est vraiment dans un véritable manque d'audition, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'entente, et pour avoir une parole donc transparente et loyale, je pense qu'il faut reprendre tous ces paramètres et tous ces travers finalement d'une société qui va mal. Penser que toute vérité est maintenant spéculative, forcément manipulatrice et pragmatique, c'est particulièrement dramatique. Nous avons vraiment une crise de la démocratie. Alors, est-ce que la démocratie est en train effectivement de nouveau, comme ça a été le cas dans avant, elle dépasse un petit peu son ambition de donner à l'être humain un sentiment de liberté et de favoriser une autonomie dans le caractère politique des relations sociales? Est-ce qu'on est en train de dépasser le but de la démocratie? Peut-être, je ne sais pas, ça me dépasse mes compétences, mais en tout cas, je pense que cette préoccupation du devoir-être et du devoir-avoir avant de savoir-être est une faillite, je pense, de l'humanité. Il va falloir que les gens s'arrêtent dans cette démarche suspicieuse, constante, pour que, après la post-vérité, qu'on n'arrive pas à la post-vérité, sinon on sera tout le temps dans le mensonge. Donc je pense que voilà le décor. Alors, troisième chapitre, comment informer, et bien sûr, dans ce contexte quand même particulièrement
raide, comment informer dans la transparence et dans la loyauté. Alors déjà pour moi, informer, c'est déjà consentir à vouloir l'être. C'est comme quand j'annonce une maladie, j'interroge toujours, après avoir fait le diagnostic, j'interroge toujours finalement ce que souhaite entendre le patient. Et bien là, je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose. Il faut déjà essayer d'expliquer à la population, consentez-vous à entendre ce que nous savons et ce que nous allons décider en fonction de ce que nous savons aujourd'hui qui peut changer de jour après jour. Donc déjà consentir à être informé. Après, je pense que dans cette frénésie médiatique et cette envie d'information à tout va, et cette interrogation de les faits sont-ils vrais, constante, hein, est-ce qu'il faudrait qu'on interroge encore une fois, encore plus l'intention des actions. Or, vous le savez, prendre la parole, dire quelque chose, c'est une action. Et avant que d'ouvrir la bouche, avant que de prononcer des choses, je pense qu'il faut déjà se dire qu'est-ce que je vais dire, pour quelle personne, pour quel public, dans quel but, en ayant une pensée effectivement d'un intérêt privé pour une stratégie collective pour que tout le monde aille mieux. Donc, il faut penser avant d'agir, il faut interroger l'intention de son action, et là aussi, je trouve que depuis le début, on n'interroge pas assez le sens de la prise de parole pour informer. On n'interroge pas assez le sens de pourquoi réunir un pédiatre avec un pharmacien et un journaliste pour parler la 10e semaine sur cette affaire virale. Quel est cet amalgame de sensibilité et de poser des questions à des gens qui n'ont rien à voir avec l'immunologie ou la virologie? Quel est ce but, quel est le sens de ce genre d'affichage médiatique qui sont particulièrement parfois hallucinantes d'erreurs? On a interrogé des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec la spécialité qu'est la virologie et l'immunologie et éventuellement la réanimation. Donc moi, je pense que c'est ça. Il faut consentir à être informé, il faut interroger l'intention de nos actions, et notamment la prise de parole, et interroger le sens des actions que l'on va mener, dont l'explication. Il faut également ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». Bon, ça, on l'a entendu, tout le monde l'a dit, un peu tardivement, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu des conférences qui ont été animées par les ministres qui étaient très très bien faites. Et quand j'ai interrogé mes amis autour de moi en disant « est-ce que vous avez bien écouté cette émission qui se voulait clarifiante, scientifique, épidémiologique », personne ne regardait et s'était plutôt engouffré à regarder des télés de 24 heures sur 24, toujours peu précises, très généralistes et encore une fois invitant des gens à prendre la parole alors que ce n'était pas tout à fait leur place. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi expliquer que quand on prend une décision dans une affaire où finalement la vérité se fait jour après jour, il faut expliquer qu'aujourd'hui, c'est le moins mauvais choix. Voilà, c'est pas l'idéal, c'est pas forcément la meilleure des stratégies, mais c'est le moins mauvais choix pour que les êtres humains qui écoutent les explications de ce que l'on sait à un instant T ne se réfugient pas dans le découragement, la désespérance, comme on l'entend hein, avec les collapsologues et les fatalistes. Et parce que la moins bonne voie de secours après cette affaire et malheureusement cet hiver qui s'annonce pas facile, la moins mauvaise voie, c'est la résignation. J'ai entendu une jeune fille qui était interrogée sur France Culture ce matin qui disait mais j'en ai marre d'entendre le nombre de morts, j'en ai marre, moi je veux vivre, je veux pas savoir, je veux aller au café, je veux être libre, etc. Ça c'est de la résignation, ça c'est effectivement
privilégier une certaine liberté dans une pensée complètement individuelle, sans penser que derrière, on est un tout, et que ce tout, c'est la planète, et la planète est malade, et qu'il va falloir tous y mettre de son sien. Donc, la science, c'est vrai, elle a besoin de temps. Donc, malheureusement, on n'en a pas beaucoup, mais il faut quand même ce temps de réflexion. Et on peut prévoir, effectivement, on peut anticiper, mais dans les cas des pandémies, parfois on ne peut pas anticiper. Et si on doit anticiper en prenant des mesures drastiques de conduite sociale, eh bien, il faut l'accepter. Malheureusement, bah, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Par ailleurs, je pense qu'il faut également dire que tout ce qui est du préjugé, hein, comme dit, je ne sais plus quel philosophe disait que le préjugé, c'est l'enfance de l'ignorance. Déjà avoir une pré-opinion de ce qui se passe, de quelque chose qui est absolument inouï et qu'on n'aurait jamais pu anticiper l'année dernière, par exemple, c'est déjà être dans la fausseté. Donc il faut replacer les choses et ne pas hésiter à dire aux patients, aux personnes qui sont en face de nous, de dire, écoutez, vous ne savez pas grand-chose, j'en sais peut-être un petit peu plus, nous allons rentrer dans un dialogue, vous allez me dire ce que vous pensez, vous. Ça aussi, on a un tort dans notre philosophie latine, qu'ont pas les anglo-saxons, on n'interroge pas assez ce que savent les gens en face de vous afin de débusquer les outils sémantiques du savoir de celui qui est en face de vous pour rééquilibrer un petit peu le dialogue. Il faut garder à l'esprit que dans ces affaires-là, il y aura toujours une asymétrie. Or, aujourd'hui, les gens détestent l'asymétrie informationnelle. Ils pensent que, vu qu'ils ont accès à des réseaux et qu'ils ont donc une information débordante dans tous les sens, ils pensent que petit à petit, ils vont être dans une symétrie parfaite entre ce qui doit être dit, fait, entendu, compris. Or, il y aura toujours une asymétrie dans le monde des sciences. C'est ainsi. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'on avance. Donc, je pense qu'il faut vraiment là aussi dire que les préjugés sont dangereux parce qu'elles ferment à l'ouverture, elles ferment au questionnement. Et le questionnement, c'est déjà l'ouverture à la connaissance. Il faut également, alors ça c'est impératif à mon avis, réexpliquer ce que c'est qu'un laboratoire de recherche, comment il fait, quelles sont les personnes qui travaillent dans un laboratoire de recherche fondamentale, et réexpliquer, ça je le fais de plus en plus, ce que c'est qu'un laboratoire pharmaceutique. On ne peut pas, nous chercheurs, nous médecins, créer un médicament. C'est pas notre métier, on ne sait pas faire. On peut comprendre la meilleure, la pire des maladies, on peut l'expliquer, on peut expliquer la physiopathologie, mais je suis, moi, incapable de fabriquer un comprimé, je suis incapable de fabriquer un vaccin. Nous avons besoin des laboratoires pharmaceutiques. Il faut l'expliquer, il faut que cesse cette nébuleuse anti-vaccin et cette suspicion constante par rapport aux laboratoires pharmaceutiques qui certes font de l'argent, ce sont des entreprises comme les autres, et elles ont droit effectivement à faire de l'argent sur leurs découvertes. Mais elles sont indispensables, et on le voit en ce moment, et on a des pénuries de médicaments qui sont absolument vitaux en France, donc remettons finalement un abord vertical dans des situations horizontales qui sont aujourd'hui véritablement dramatiques. D'autres petites idées qui me sont venues à l'esprit sur ce sujet, c'est évidemment, quand on prend la parole et qu'on dit, il faut toujours que les mots soient suivis d'actes cohérents. Il n'y a rien de pire que de dire un jour le port de masque n'est pas utile, et puis plus tard nous infliger ce port de masque comme effectivement la meilleure prévention contre le virus. Là, c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé. On le sait, et là aussi, les politiques doivent savoir que le peuple a un bon sens, qu'il est aussi intuitif. L'intuition, c'est un signe d'intelligence, il ne faut pas la mettre de côté. Et c'est bien dommage ce qui s'est passé sur les masques, et ça a malheureusement favorisé le discrédit dans lequel nous sommes actuellement. Et puis, je pense aussi que l'exigence de clarté
de transparence et de loyauté, ce n'est pas synonyme de logorée. Je l'ai dit tout à l'heure, la planète est bavarde en ce moment. On n'arrête pas dans tous les sens. Or, le silence, aujourd'hui, avec ces développements de ces réseaux sociaux à tout va, le silence serait synonyme d'inaction, d'incompétence, de cachotterie. Or, il faut redire qu'un silence, c'est aussi un temps de réflexion, c'est un temps d'évaluation, de concentration, de prise de distance. Et en général, pour moi en tout cas, dans ma pratique quotidienne, et j'aimerais que ça soit le cas aussi chez les politiques, un silence, pour moi, il est forcément sincère. Il n'est pas du tout la cachotterie. La cachotterie, elle va se dire dans le mensonge. Elle va se deviner dans le mensonge. Mais je pense que les silences de certains de nos politiques, les silences de certains scientifiques seraient bien plus bénéfiques qu'une prise de parole à tout va et tous les jours. Et le filtre de la conscience par rapport à la science est véritablement à étoffer. Il faut donner la possibilité aux personnes qui sont informées de devenir compétentes dans l'ouverture des questions et non pas dans l'appât des réponses. Montrer que la recherche, c'est 100 questions pour une réponse, ça, c'est faire grandir notre peuple, c'est faire grandir les consciences. On a plus de questions que de réponses dans le monde scientifique. Et bien, là, durant cette pandémie, c'est exactement ce qui se passe. Et ça pourrait faciliter une démocratie participative que de leur donner cette ouverture du questionnement, cette ouverture non pas du doute en permanence, puisque douter, ça peut être effectivement une vertu qui peut faire avancer le progrès, mais plus que de douter, c'est s'ouvrir encore une fois à la question qui en reposera une autre, qui en reposera une autre. Donc comme une volonté individuelle de se questionner, une ouverture d'esprit pour, encore une fois, un bien et un dessein collectif. Et je pense que ça ferait grandir un petit peu les esprits et les gens s'en porteraient mieux. Bien sûr, derrière tout ça, je pense que les mots que nous utilisons doivent soigner. Prendre la parole pour dire des choses, c'est prendre soin de l'autre. Ce n'est pas pour les contraindre, ce ne doit pas être synonyme de privation de liberté. Or, malheureusement, ce qui se passe dans les rébellions aujourd'hui des populations face malheureusement au spectre d'un nouveau confinement, c'est de la mauvaise rébellion. Ce n'est pas... dans les contraintes, il y a un aspect vertueux qu'il faut qu'on réexplique de nouveau, se répéter comme on le fait très très régulièrement. Et ne jamais oublier également qu'une parole, lorsqu'elle est prononcée, elle est irréversible. Malheureusement, on voit avec ce président américain qu'on peut tout dire et tout contredire le lendemain en disant qu'on ne l'a pas dit. Donc le mensonge est vraiment quelque chose de tellement présent en ce moment que c'est pas facile effectivement de faire comprendre qu'une vérité, c'est une vérité de l'instant, c'est une vérité du jour, et c'est pas parce qu'elle est contredite le lendemain que c'était un mensonge. Dire aussi également que l'incertitude n'est pas une faiblesse, mais encore une fois une ouverture à la curiosité et une recherche de la connaissance. Ça, c'est véritablement, pour moi, une valeur ajoutée dans les échanges. Il faut savoir aussi garder une grande humilité par rapport à ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, mais ça, je pense que vous l'avez déjà travaillé. Et aussi, je pense que refaire comprendre que cet événement planétaire, finalement, nous remet en évidence notre grande vulnérabilité, notre grande
notre grande, je dirais, vulnérabilité à ce qui arrive, c'est toujours ce qui est imprévu. C'est ce qui est vraiment ce qui est arrivé cette année 2020. Et que si on veut s'aliéner à des opinions et à des aigreurs accumulées au fil de ces derniers mois, on n'avancera pas. Et je pense que cet événement pandémique et cette exacerbation de l'incrédulité des personnes face à une vérité qui se construit jour après jour devrait presque faire réunir nos problématiques socio-économiques, nos problématiques géopolitiques, nos problématiques écologiques. Je trouve que si on ne sort pas grandi de cette affaire pandémique en essayant de trouver le fil commun entre toutes nos incertitudes et toutes nos crises que je viens de citer, on n'aura rien gagné de cette épreuve planétaire. Et ce serait vraiment dommage. Je pense que tout est lié. Et moi, j'essaye en tout cas de l'expliquer au cours de mes conversations. Pendant les confinements, j'ai énormément travaillé et j'ai passé toutes mes soirées à casser des processus interprétatifs erronés en essayant, encore une fois, d'expliquer que si on prend tel paramètre avec tel paramètre qui est arrivé au préalable et tel paramètre, on arrivera à une cohérence de nos comportements, quelles que soient les facettes, c'est-à-dire politiques, écologiques, économiques et personnelles. Donc, voilà. Et moi, je pense qu'en dehors de l'humilité et en dehors du caractère dynamique du savoir qui est en train de se faire entre nous, il faut, je pense, accepter la prudence. La prudence, ce n'est pas une coquetterie. Lorsqu'on est face à une pandémie, au contraire, la prudence est une sagesse et que dans cette sagesse, le langage perd toute ambiguïté. Il s'agit effectivement d'être le plus efficace possible pour protéger un maximum de gens sur cette planète. Voilà, c'est quelques idées. J'ai encore plein de choses à dire, mais je pense que nous avons d'autres interlocuteurs et on pourra répondre aux questions. Merci beaucoup Nadine pour ton intervention très éclairante sur effectivement beaucoup de sujets. Hein. Moi, je retiens beaucoup de choses de ton intervention et notamment cette sorte de contrat qui serait à passer, de consentir à être informé. C'est une idée qui est très intéressante, celle aussi d'interroger le sens, de s'ouvrir au questionnement, d'accepter effectivement l'incertitude, etc. Et très rapidement, ce que tu disais pour conclure me faisait aussi penser à la notion d'attention qu'on pourrait retravailler à la lumière de cette crise. Et effectivement, pour donner de la cohérence à un monde qui semble incohérent en termes de mesures barrières, en termes de mesures sanitaires, plutôt que d'essayer d'imposer une uniformisation difficilement compréhensible aujourd'hui, peut-être il faudrait davantage travailler sur cette notion d'attention, faire davantage attention aux gestes barrières, qui du coup ne s'imposent pas comme une contrainte uniforme. C'est l'exemple classique qu'on entend régulièrement à la radio du « Ah mais quand je suis seul dans une rue, sous la pluie, dans le froid et dans la nuit, est-ce bien nécessaire d'avoir un masque ?» Peut-être la notion d'attention voudrait par contre qu'on en mette un quand on est proche des gens, à une distance réduite, dans un contexte social, etc. Enfin, voilà, c'était en passant peut-être que cette notion mériterait d'être davantage travaillée. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu as des questions à faire remonter des internautes de notre chat ? Alors, j'ai une question à faire remonter, mais je pense que ça peut être quelque chose qui serait un peu le fil rouge de
de la soirée. C'est une question ou une remarque de Gaël Le Dreyf qui est: la notion de transparence n'est-elle pas elle-même problématique? Est-ce qu'elle n'implique pas qu'une information pure et parfaite, avec des guillemets pure et parfait, serait possible? C'est-à-dire un peu le mythe de la transparence où ça libérerait quelque chose qui existe déjà avant qu'on le dise. Mais je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui sera un peu le fil rouge de la soirée. Moi, Nadine, j'aurais peut-être juste une question où je te proposerais de revenir sur quelque chose que tu avais un peu fait. Nadine, pour ceux qui ne connaissent pas Nadine Le Forestier, est une grande spécialiste de la question de l'annonce de la maladie et donc de la communication dans ce volet-là. Est-ce que, Nadine, tu penses à une chose que le soin pourrait apprendre à la société dans le cadre de cette question de la communication loyale, transparente, que ta pratique de soignante, ta pratique clinique pourrait un peu apprendre à la société? Ça peut être sur... Moi, dans ce que tu avais dit, il y avait les notions d'espoir, les notions d'incertitude, les notions d'expertise. Est-ce que tu vois une leçon, là je dis une leçon parce qu'après il va falloir qu'on enchaîne sur les autres intervenants, mais que tu verrais particulièrement précieuse pour notre période? Alors, moi, ce qui me fascine, c'est là, la pandémie vraiment nous le démontre, c'est que entre la réalité et la vérité, il y a forcément un énorme fossé, parce que la vérité est plurielle, la réalité est plurielle. La réalité de notre instant là de conférence, elle est vécue différemment. On est tous dans une sensibilité différente. On va en tirer des conséquences toutes différentes. Voilà. Donc cette réalité, on la traficote, on la bidouille chacun de notre côté pour pouvoir la raconter à notre tour et puis pour pouvoir la vivre et puis trouver du sens à ce qu'on fait, etc., etc. Quand il s'agit de traverser ce fossé pour aller vers la vérité, il faut effectivement du courage. Parce que dire la vérité, et je rejoins la question sur la transparence, moi le mot transparence m'ennuie beaucoup. Parce que là, pour le coup, on est dans un cadre dramatique de pandémie. Le mot transparence n'a presque pas lieu d'être en fait. Évidemment qu'il va falloir dire la vérité. Évidemment que cette vérité va être utile pour l'un comme pour le tout. Donc, mais le problème de la vérité, c'est qu'elle n'a pas à convaincre. Elle est là. C'est comme ça. Voilà, il y a effectivement 1 million de morts depuis le début de la pandémie. Bon, bah, c'est comme ça. Elle n'a pas à se démontrer. Ce sont les faits. C'est comme un axiome. Et donc, dans cette affaire éminemment grave, qui nous fragilise tous, devoir dire une vérité qui est inflexible et aussi terrible que ça, abrasant toute possibilité de modifier finalement notre propre réalité, puisqu'on ne va pas pouvoir raconter que d'un côté, il n'y a que 10 000 morts et que de l'autre, sauf que, bon, il y en a qui sont très champions pour ne dire que des choses fausses, hein, il y en a quelques-uns en ce moment, et là, on ne peut même plus négocier notre réalité à chacun. Nous sommes dans une vérité collégiale, planétaire, elle s'impose, et ça, c'est absolument difficile. Donc, je suis d'accord que le mot transparence est très ambigu dans ce cadre-là, et même, je pense, dans d'autres cas. Je préfère l'adjectif loyauté. Effectivement, il faut être loyal parce qu'il s'agit de sauver notre peau. Voilà.